cette actualité nous montre à suffisance comment est-ce que le régime en place est gouverné et surtout le modèle sanitaire. Et cette évacuation, on peut le prendre d'un autre angle, étant donné que ce sont des prisonniers qui ont été condamnés par la justice, qui se font évacuer à l'extérieur. Maintenant, quand ils vont se faire évacuer, est-ce qu'ils vont revenir, continuer leur peine? Et tout porte à croire que c'est un relâchement du chef de l'État, et pour ne pas dire interférer dans les procédures judiciaires en cours, et on adopte pour ce mécanisme-là d'évacuation. On a vu, ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Il y a un premier cas avec l'ancien ministre de Finances et de l'Agriculture, c'est Simi Meignet, qui a été soit évacué aux États-Unis, mais aujourd'hui qui se porte bien, qui n'est pas rentré au pays. Donc tout porte à croire vraiment le chef de l'État veut les libérer, mais d'une autre façon, tout simplement. Beaucoup interrogent également la qualité de nos infrastructures hospitalières, de nos plateaux techniques, alors que des hôpitaux de référence sont tous les jours construits au Cameroun. Bien sûr, les hôpitaux sont construits et c'est juste des slogans à l'intérieur. On dit hôpital de référence, mais qu'est-ce qu'on met à l'intérieur quelles sont les infrastructures qu'on met? Parce que si c'était vraiment des hôpitaux de référence, les personnalités ne devaient pas être évacuées. Ils devaient avoir les soins sur place. Encore les prisonniers encore, surtout de l'opération Épervier. Donc tout porte à croire, le modèle de santé au Cameroun a échoué au niveau des constructions des infrastructures sanitaires. Il faut donc revoir ce qu'on doit mettre à l'intérieur et surtout des infrastructures, des équipements hospitaliers. Merci Monsieur Souleymane Karamoko d'être avec nous ce dimanche. Dans un instant, nous allons recevoir également Xavier Messé qui est déjà sur le plateau et qui s'installe justement. Si également à la réalisation. Voilà, bonjour Xavier Messé, merci d'être avec nous ce dimanche. Merci beaucoup Léla. Vous revenez tout droit de Russie, vous avez atterri hier. Oui, j'ai atterri hier en fin de journée. J'ai encore des traits de fatigue de voyage. 15 heures d'avion, c'est pas facile. Mais ça s'est bien passé au moins. Très bien. Vous arrivez avec le décès du maire de Buea, Patrick Ekema. Vous l'avez appris ce matin? Je l'ai appris par vous d'ailleurs tout à l'heure, pendant que j'étais en train de monter dans ce studio. J'ai appris la mort de ce Camerounais très très apprécié. Tout au moins par une partie des Camerounais. C'est quelqu'un qui a mené des combats justes et qui a été de tout temps très très courageux. Et ses prises de position ne sont ignorées de personne. Ce n'était pas pour mettre tout le monde d'accord. Il ne mettait pas tout le monde d'accord, mais il assumait ses responsabilités, il assumait ses positions. Et je pense que c'est une perte, tout au moins pour une partie des Camerounais, dont je fais partie, si on peut le dire. Ça nous fait très mal. Il a mené les combats qu'il fallait. Paix à son âme. Je pense que le Cameroun vient de perdre un de ses illustres fils, dont on peut j'espère que la ville de Buea, demain ou après-demain, il méritera pas une allée, mais une avenue. Une fois que tout sera rentré dans porter son nom. Voilà, une fois que tout sera rentré dans l'ordre. Merci Xavier Messé d'être avec nous ce dimanche. De ce côté, nous recevons Edmond Kuaté, il est économiste. Bonjour Monsieur Kuaté et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Leïla et bonjour à tous ceux qui m'ont précédé sur ce panel. Bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de STV. Avec vous, on parle de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. La nouvelle expression, dans un article paru cette semaine, évoque les raisons pour lesquelles les populations ne collaborent pas beaucoup. Le journal parle du manque de protection de la part des autorités, des meurtres atroces des personnes qui se sont prononcées contre les groupes armés, de l'absence ou du manque de réaction instantanée des forces de l'ordre en cas d'urgence et de la fuite des informations au niveau des services de sécurité. Quel est le regard que vous portez justement sur toutes ces raisons-là ? Oui, vous allez voir que si on peut faire une comparaison, pour bien se comprendre, vous allez voir qu'il y a eu une entière et franche collaboration, par exemple, lorsqu'on était attaqué du côté du nord par le Boko Haram. Vous allez vous rendre compte que la population a beaucoup collaboré. D'ailleurs, il y avait, je crois qu'il y a des comités de vigilance. C'était des personnes qui, à la fois, étaient chargées de donner des informations
n'est-ce pas, à l'armée lorsqu'il y avait des incursions de Boko Haram, ou alors ils jouaient également des rôles d'agents de renseignement. Mais les polémologistes vont vous dire que c'est du fait que c'était une attaque externe, c'est-à-dire qu'on était agressé par un ennemi externe. Et donc, la population avait toute raison, n'est-ce pas, de collaborer pour pouvoir repousser l'attaque interne. Mais la nature du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest fait en sorte même que les populations ne puissent pas collaborer, puisque c'est une guerre interne. Et donc, vous allez vous rendre compte que ceux qui combattent sur le terrain, du moins ceux qui se réclament être des combattants sur le terrain, sont très souvent les membres des familles des personnes qui sont là. C'est-à-dire, c'est un cousin, c'est un ami, c'est un frère, c'est un ancien camarade de classe. Et donc, ils ne sont pas très à l'aise d'aller dénoncer des personnes qui sont soit proches, ou alors très souvent, lorsqu'ils donnent des informations, comme, n'est-ce pas, la nouvelle expression l'a dit, il se passe que l'armée exploite l'information, mais après ne protège pas suffisamment la personne qui donne l'information. Ce qui fait que ces familles-là, du moins des personnes qui ont essayé de collaborer, parfois voient toute leur famille décimée, et ça donne un très mauvais signal aux autres personnes de pouvoir collaborer. Je pense qu'au début, nous avons vu des personnes qui essayaient de collaborer, mais vous allez vous rendre compte que très souvent, il y a des assassinats terribles, c'est-à-dire lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un est décapité, quelqu'un est tué de manière brutale, violente et très cruelle, c'est très souvent une réponse de ces ambazoniens là ou alors de ces combattants d'une autre nature à des personnes qui veulent collaborer ou qui veulent offrir leur collaboration à l'armée. Et donc, lorsqu'ils se livrent à ces assassinats cruels, violents et très brutaux, c'est une façon de dire à toute personne qui voudrait essayer aussi de collaborer, de dire faites gaffe, si vous essayez, voilà le sort qui va vous être réservé. Et du coup, ça crée une psychose. Voilà, du coup, ça fait que les gens paniquent et ne peuvent plus donner leur collaboration. Merci messieurs d'être avec nous ce dimanche. Sujet d'entrée comme à tous les panélistes, la liste des biens du ministre Basile Atangana Kounai qui, selon le quotidien Le Jour, aurait été saisi par la justice. Donc on va lire un tout petit peu cette liste qui est assez longue quand même. Donc au monde d'Atangana Kounai, Hervé Patrick, un véhicule de marque Mercedes-Benz, véhicule Mini Maurice, une Mercedes-Benz, 2 Mercedes-Benz, bref, 15 voitures de luxe, 7 comptes bancaires, à peu près des titres fonciers, au moins 5 de l'argent en liquide, aussi bien en monnaie locale qu'en monnaie étrangère. Denis Kopo, quel est le regard que vous portez justement sur cette liste? Cette liste participe d'un exercice de manipulation des esprits. Réelle ou manipulation des esprits? La réalité des faits n'a rien à voir avec la manipulation ou pas. On peut manipuler les esprits avec des faits réels. Oui. Et généralement, c'est avec des faits réels qu'on manipule les esprits. Je voudrais, vous savez qu'il y a, on appelle ça le journalisme de liste, oui, que tout le monde a condamné à une certaine époque. Je crois même mon grand frère qui est quand même un maître en journalisme ici au Cameroun avait en son temps condamné le journalisme de liste parce que ça ne renvoie à rien au sens journalistique du terme. On peut avoir les faits, la mise en procédure des faits, l'analyse des faits renvoie à quelque chose, mais la publication des faits comme ça se passe dans la République de Facebook